Il existe des endroits où l'histoire semble s'accrocher au mur, où le passé refuse de s'éteindre. Des châteaux aux ruines oubliées, des maisons ordinaires aux hôtels sinistres, la France regorge de lieux marqués par des phénomènes tragiques et inexpliqués. Cris dans la nuit, ombres furtives ou objets qui se déplacent seuls, certains de ces lieux sont devenus célèbres pour les manifestations étranges qui s'y produisent. Alors si aujourd'hui nous plongions dans cette histoire troublante de quelques lieux parmi les plus hantés de France, ça vous intéresse ? En 1986, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, un couple récemment installé, Lucie et Jean-Marc Belmer, ont rapporté des phénomènes étranges dans leur maison, située dans le quartier de Rémicourt. Lucie, souvent seule en raison du travail de son mari, a d'abord entendu des bruits métalliques inexpliqués. Peu après, elle a découvert des taches rouges ressemblant à du sang, apparaissant sur les murs, les draps et dans diverses pièces de la maison. Ces manifestations semblaient se produire uniquement en son absence. Un matin, je me suis levée, il y avait des taches dans la maison. Par la suite, au fur et à mesure, je les effaçais. Il y en a eu dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger. J'entendais des bruits sourds, j'ai commencé à avoir peur. Nous avons été voir la police municipale, qui ne croyait pas tellement au début. Quand ils sont venus, ils ont constaté les taches de sang. Les policiers ont pensé que c'était le chien qui aurait pu être blessé à la queue et projeter du sang partout. Nous avons regardé et le chien n'était pas blessé. Alertée, la police locale a mené une enquête. Pour vérifier une possible intrusion, les agents ont dispersé de la farine sur le sol, afin de détecter d'éventuelles empreintes. Mais les jours qui suivaient, aucune trace n'a été repérée. Des échantillons du liquide ont été prélevés et analysés par un biologiste, qui a conclu qu'il s'agissait de sang humain. Un jour, avec la police, un médium est venu nous voir. Il a regardé toute la maison et il nous a dit qu'il y avait quelque chose dans la cave. Un médium a également été consulté et a suggéré que la source du phénomène se trouvait dans la cave. Moi perso, tout ce que j'ai dans ma cave, c'est la gnôle. L'idée étant qu'il y aurait peut-être des ossements dans les fondations sous la cave, mais aucune recherche n'a été entreprise. Et face à ces événements, le couple a décidé de quitter la maison. En 92, l'émission Mystère de TF1 a relancé l'affaire, attirant l'attention nationale. Des années plus tard, des investigations ont révélé que le laboratoire du biologiste n'avait pas réalisé les analyses initiales, mais s'était basé sur un rapport fourni par l'équipe de télévision, soulevant des questions sur la véracité des conclusions. Aujourd'hui, la maison qui saigne est devenue une légende urbaine à Saint-Quentin. En 2014, le courrier Picard a rapporté que la maison était de nouveau habitée, sans que les nouveaux occupants ne signalent de phénomènes inhabituels. Le château de Vos, situé dans l'Allier, est une forteresse médiévale riche en histoire et en légendes. Sa construction initiale remonte en l'an 808 sous l'impulsion de Charlemagne pour son fils Louis le Pieux. Positionné stratégiquement au sommet d'un pic rocheux de 45 mètres de haut, il marquait les frontières du royaume d'Aquitaine avec les provinces d'Auvergne, du Berry et du Bourbonnais. Au fil des siècles, le château a connu plusieurs phases de reconstruction et d'agrandissement, notamment au XIe et XIIIe siècle. Il est devenu une partie du domaine royal et a appartenu à la maison Bourbon. Classé monument historique depuis 1985, il témoigne de plus de 1200 ans d'histoire. L'une des légendes les plus célèbres associées au château est celle de Lucie, une jeune servante du XVIIe siècle. Selon la tradition, Guy de Daillon, baron de Vos, serait tombé amoureux de Lucie. Cependant, lors de ses absences, sa femme, jalouse, aurait emprisonné Lucie dans les cachots du château, où elle serait morte de froid et de faim. Depuis, il est dit que son esprit hante les lieux, et de nombreux visiteurs affirment avoir vu son fantôme. En 1984, une équipe de France Inter, venue réaliser une émission sur le château, a rapporté avoir rencontré le fantôme de Lucie, rendant la légende encore plus concrète pour beaucoup. Est-ce que j'ai vu un fantôme? Je ne sais pas. Je sais que j'ai vu une manifestation, et j'étais pas seul, et on l'a photographiée, on l'a enregistrée, une manifestation
de type lumineux. Le sujet, c'était, on a vu pas mal de lettres des auditeurs qui disaient, mais pourquoi vous faites jamais un sujet sur les légendes de hantises, de maisons hantées, tout ça? Alors, on va peut-être le mettre en marche et puis, je crois que sans autre explication, on va écouter religieusement ce qu'il y a sous cette bande. Écoutons. Ça, c'est un fantôme. Non, alors il faut être très clair. Quand la manifestation lumineuse s'est déroulée, ça a duré 23 minutes. Vous entendez, ça continue. Ça a duré 23 minutes. C'était une sorte de petite boule lumineuse. Et 3 fois, et ça a été notre grande surprise, cette chose-là a semblé exploser. C'est-à-dire, ça faisait 1,80 m, tout d'un coup, c'était énorme. Et la 3e fois où ça a explosé, pardon, ça s'est produit sous un micro. Et ce qu'on entend là, c'est ce qui s'est passé dans le micro en réalité. Mais quand on a fait analyser ce bruit, l'analyse, et c'est là que c'est intéressant et qu'on voit qu'il y a des phénomènes un petit peu bizarres, c'est que pour produire ce son-là, qui correspond à la décharge d'un condensateur, il aurait fallu tremper le micro dans un jet de vapeur à 100 degrés, ce qui évidemment n'était pas le cas. Et dans ces conditions, la pastille qui est dans le micro aurait fondu au bout de 3 secondes, or il y a 20 secondes de son. Le problème en est là. Donc en fait, il y a eu un phénomène surnaturel, ça on est d'accord. Non expliqué. Surnaturel, non, surnaturel, c'est prendre une position que je ne veux pas prendre. Pour moi, il n'y a pas de paranormal, il n'y a que du normal, pas encore expliqué. Aujourd'hui, le château de Vos continue de fasciner par son histoire et ses mystères. Des initiatives ont été lancées pour sa sauvegarde, et il est possible de le visiter pour découvrir son riche passé et peut-être ressentir la présence de Lucie. En novembre 1973, la petite commune de La Machine située dans la Nièvre a été le théâtre d'événements inexpliqués qui ont marqué ses habitants. Ces manifestations, attribuées à un poltergeist, terme allemand signifiant esprit frappeur, ont suscité une attention nationale et restent, à ce jour, un mystère non élucidé. Les événements ont commencé dans la maison de la famille P, composée des parents et de leur fils Dominique, 11 ans. Et c'est ce dernier qui a été le principal témoin des phénomènes. Les premiers signes se sont manifestés par des bruits sourds et réguliers, semblant provenir des murs de sa chambre. Ces coups étaient suffisamment intenses pour être entendus par toute la famille et se produisaient principalement en soirée, perturbant le quotidien des occupants. Face à la persistance et à l'intensité des bruits, la famille a sollicité l'aide de la gendarmerie locale. L'adjudant en charge de l'enquête s'est rendu sur place afin de constater les faits. Lors de sa présence, les coups se sont manifestés, et l'adjudant a tenté d'établir une communication avec l'entité supposée en posant des questions précises. À sa grande surprise, les réponses semblaient correspondre, sous forme de coups aux questions posées, notamment concernant des détails personnels que seule une personne proche aurait pu connaître. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape un coup. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 2 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 3 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 4 coups. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. Si tu trouves que je suis con, tape 3 fois. C'est vexant. Les gendarmes ont entrepris diverses démarches pour tenter d'élucider le phénomène. Ils ont inspecté minutieusement la maison, vérifié les murs, les fondations, et ont même envisagé la possibilité de canulars ou d'interventions extérieures. Cependant, aucune explication rationnelle n'a pu être trouvée. Des enregistrements audio des coups ont été réalisés. Et ces bandes magnétiques existent encore aujourd'hui, témoignant de la réalité des manifestations. L'affaire a rapidement dépassé le cadre local, attirant l'attention des médias et du public. Des spécialistes du paranormal se sont intéressés au cas, mais aucune explication définitive n'a été apportée. La famille, éprouvée par ces événements, a décidé de déménager, espérant retrouver la tranquillité. Depuis, la maison a été occupée par de nouveaux occupants, sans que de nouveaux phénomènes ne viennent faire leur apparition. Avec le recul, plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce qui se passait. Certains ont évoqué des phénomènes de psychokinésie inconsciente, où un individu, souvent adolescent, serait à l'origine des phénomènes sans en avoir eu conscience. Ou alors des variations de température pourraient provoquer des bruits dans la structure de la maison.
Cependant, aucune des hypothèses n'a pu être confirmée ou infirmée, et le mystère reste entier. Les enregistrements réalisés par la gendarmerie constituent une source précieuse pour les chercheurs et les passionnés de phénomènes paranormaux. Ces documents disponibles en ligne permettent d'entendre les coups ainsi que les tentatives de communication menées par les enquêteurs. Ils offrent un aperçu unique de l'affaire et continuent d'alimenter les discussions et les recherches sur le sujet. En conclusion, l'affaire du poltergeist de la machine reste l'un des cas les plus intrigants de manifestations paranormales en France. Aucune explication claire n'a été apportée et le mystère reste intact même 4 décennies plus tard. Le phare de Thévenec, situé sur un îlot rocheux, au large de la pointe du Raz, en Bretagne, est entouré de nombreuses légendes et mystères qui ont alimenté sa réputation sinistre. La décision de construire le phare de Thévenec a été prise en raison de nombreux naufrages, survenus dans le Raz de Seine, un passage maritime particulièrement dangereux. Les travaux ont débuté en 1869 et a été mis en service en 1875. Avant même la construction du phare, l'îlot de Thévenec était associé à des superstitions locales. Les marins bretons le considéraient comme un lieu hanté, évoquant la présence de l'Ankou, le faucheur des âmes dans la tradition bretonne. Certains affirmaient entendre des voix mystérieuses ou des cris provenant de l'îlot, renforçant sa réputation inquiétante. La vie des gardiens du phare de Thévenec était particulièrement difficile, en raison de l'isolement et des conditions de vie assez rudes. Et plusieurs incidents tragiques ont marqué l'histoire du phare. Certains gardiens du phare sont décédés dans des circonstances étranges, ou ont été victimes de maladies inexpliquées. Plusieurs gardiens ont demandé à être relevés de leurs fonctions, ne supportant plus la vie sur l'îlot. Et en raison des difficultés de maintenir des gardiens en place sur le phare de Thévenec, la décision a été prise de l'automatiser en 1910, ce qui était assez rare à l'époque. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer les phénomènes étranges liés au phare de Thévenec. Les bruits mystérieux pourraient être dus aux effets du vent et des vagues sur les cavités de l'îlot, créant des sons ressemblant à des voix ou des cris. L'isolement extrême, les conditions météorologiques difficiles et la monotonie du quotidien pouvaient engendrer des troubles psychologiques chez les gardiens, amplifiant leur perception de phénomènes inexpliqués. Après son automatisation, le phare de Thévenec a été laissé à l'abandon pendant de nombreuses années. Récemment, des initiatives ont été lancées pour restaurer le phare et préserver son histoire. Malgré les efforts de réhabilitation, le phare de Thévenec conserve son aura de mystère et continue de fasciner les passionnés d'histoire maritime et de légendes bretonnes. L'histoire de la maison hantée de Ronquerolles, un hameau situé à Agnetz, dans l'Oise, pardon si je le prononce mal, remonte à 1925 et a fait grand bruit à l'époque, attirant l'attention des habitants et des médias. En février 1925, Cécile Douvry, une veuve d'une trentaine d'années, s'installe dans une maison du hameau de Ronquerolles avec ses 4 enfants. Peu de temps après leur arrivée, des événements inexpliqués commencent à se produire. Chaque nuit, la maison est secouée par des bruits sourds et violents, comme si quelqu'un tapait avec force dans les murs. Ces bruits semblaient provenir de l'extérieur, mais personne n'a jamais été aperçu en train de les provoquer. Et les bruits continuaient comme ça, toutes les nuits, et de façon toujours plus intense. Terrorisée, Cécile Douvry alerte ses voisins, qui viennent constater par eux-mêmes ces manifestations étranges. Plusieurs d'entre eux assistent, en direct, aux coups résonnant contre les murs, sans jamais voir qui en est à l'origine. Les rumeurs d'une maison hantée commencent alors à circuler dans le village. Certains parlent d'un esprit frappeur, d'autres soupçonnent une mauvaise blague. Et l'affaire prend une tournure judiciaire. À bout de nerfs, Cécile Douvry décide de porter plainte à la gendarmerie. Encore une fois. Une enquête est ouverte et des gendarmes passent des nuits entières dans et autour de la maison. Pourtant, aucune présence humaine suspecte n'est détectée, alors que les bruits continuent. L'affaire est relayée par la presse locale et nationale, intriguée par cette maison qui semble être le théâtre d'un phénomène paranormal. Des journaux comme Le Petit Parisien ou Le Matin rapportent l'histoire, contribuant à en faire une véritable légende régionale. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ces manifestations. Certains pensent que des plaisantins du village se cachent dans l'ombre pour frapper contre les murs. Mais la présence des gendarmes rend l'explication un peu bancale. Ce n'est pas qu'on est des surhommes,
nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Une autre explication avancée parle de possibles mouvements de terrain, provoquant des craquements dans la structure de la maison. Toutefois, les témoignages décrivent des coups secs et répétés, difficiles à attribuer à des causes naturelles. Une partie de la population évoque un esprit frappeur, un phénomène paranormal ou une entité invisible qui provoquerait ces bruits. Finalement, après plusieurs mois d'agitation, les bruits cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. La famille d'Ouvry quitta la maison peu de temps après, et l'histoire tomba progressivement dans l'oubli, mais le mystère reste entier. Aujourd'hui encore, la maison de Ronquerolles à Agnetz est citée parmi les cas des maisons les plus hantées de France. L'histoire continue d'alimenter les discussions autour d'événements locaux, et certains passionnés du paranormal s'y intéressent encore. Que l'on y croit ou non, ces lieux hantés nous rappellent que certaines histoires ne s'effacent jamais vraiment. Qu'il s'agisse de légendes amplifiées par le temps, ou de véritables phénomènes inexpliqués, ces endroits continuent de fasciner et d'effrayer ceux qui osent s'y aventurer. Peut-être qu'un jour, nous comprendrons enfin ce qui se cache derrière ces mystères, ou peut-être vaut-il mieux ne jamais le savoir. En attendant, dites-moi en commentaire, quel est, selon vous, le lieu hanté le plus terrifiant de France, et surtout, feriez-vous le voyage pour le visiter? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire constructif, et pourquoi pas mettre un petit like et vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de la chaîne, c'est bon pour l'algorithme, ça nous fait avancer, ça agrandit la communauté, et je suis heureux. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.